On enchaîne avec une seconde présentation, décryptage, data, transparence et efficacité de la chaîne programmatique. Et je vous demande d'applaudir Aymeric Marollo, rédacteur en chef Data et Lab du groupe Mind Media. Bonjour, merci. Je vais vous faire une présentation qui fait écho à celle qu'on vient de voir en essayant d'apporter quelques chiffres pour qualifier tout ça. Sont les principaux enseignements d'une série d'articles que nous avons publiés dans Mind Media au cours des derniers mois. D'abord, quelques mots pour redonner un peu plus généraux pour redonner le contexte de la cellule data journalisme de Mind et en particulier pour Mind Media. Depuis une dizaine d'années, nous analysons les traces numériques, notamment sur les environnements web, médias, desktop, mobile et applications mobiles des éditeurs médias, c'est-à-dire les registres publics, les SDK, les codes, appels réseau, pour mieux comprendre les stratégies des éditeurs, des adtech et des annonceurs. C'est donc dans ce cadre que s'inscrivent la série de 4 articles que nous avons publiés entre novembre et janvier avec Chiara De Martino, journaliste AdTech chez Mind Media. Et les chiffres et graphiques que je vais présenter, en me concentrant sur les données les plus structurelles, montrent un marché français mature, technologiquement complexe, avec une forte interdépendance entre des éditeurs et une multitude d'intermédiaires AdTech. Alors bien qu'il soit depuis longtemps dans le paysage et globalement bien connu, permettez-moi quelques mots pour représenter ces dispositifs. Pour lutter contre la fraude dans la publicité en ligne, l'IAB Tech Lab a créé le Ads.txt en 2017. Il a introduit un registre public des prestataires autorisés à vendre l'inventaire des éditeurs. Pour cela, techniquement, ils ajoutent à la racine de leur site un fichier sur lequel ils indiquent les prestataires qu'ils autorisent à vendre leur inventaire. Et 2 ans plus tard, ce dispositif a été complété par sellers.json qui permet aux acheteurs de connaître les éditeurs et intermédiaires auxquels les SSP, AdExchange et AdExchange ont accès, et OpenRTB Supply Chain Object, un outil qui recense l'ensemble des acteurs impliqués dans la vente d'une impression publicitaire. L'IAB Tech Lab se dit très satisfait de l'adoption de ces dispositifs. Anthony Calsour, son CEO que nous avons pu interviewer, a indiqué à Mind Media que cela a permis de presque faire disparaître la fraude liée à l'usurpation des noms de domaine. Les acheteurs étaient très demandeurs, ont reçu le soutien de grandes plateformes, mais il existe d'autres types de fraudes, évidemment, contre lesquels d'autres dispositifs sont nécessaires, et il aimerait en particulier une meilleure adoption de Supply Chain Object. Alors, au-delà de leur utilité dans la lutte contre la fraude, ces dispositifs sont aussi utiles pour mieux comprendre l'organisation de la chaîne de valeur programmatique dont on a parlé précédemment. Alors, bien sûr, ces protocoles ne sont pas parfaits, notamment dans leur mise en place et leur maintenance. Tous les éditeurs ne mettent pas le même zèle pour les mettre à jour, et lorsqu'ils cessent une collaboration. Et ils ne disent rien, évidemment, des investissements qui circulent effectivement entre les éditeurs et les prestataires. La présence des vendeurs dans un fichier Ads.txt ne garantit pas qu'ils vont participer à toutes les enchères et ne dit rien de leur capacité à les remporter. Voilà, même si le thermomètre n'est pas parfait, croiser ces protocoles permet de lever un coin du voile sur les connexions complètes entre SSP, AdExchange, AdNetwork, Régie, sous-régie et éditeurs, qui détient vraiment l'accès aux inventaires, qui sont les champions du reselling. Alors que les débats sur la transparence et la simplification des chaînes programmatiques sont toujours très vifs, nous avons donc récupéré mi-octobre les fichiers Ads.txt de près de 250 marques médias appartenant à une centaine d'éditeurs et les fichiers sellers.json de près de 350 prestataires qui y figurent. Toutes les données que nous collectons et réconcilions et dont je vais vous présenter les résultats peuvent être explorés dans nos trackers sur le site. J'ai pas mis de QR code, mais voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Mind Media. Voilà, les bases du sujet, le périmètre et les limites étant posés, pardon pour cette introduction un peu longue, entrons dans le vif du sujet avec une première question. Que disent les fichiers Ads.txt de la stratégie de monétisation des éditeurs ? Alors le premier constat posé, c'est que les éditeurs jouent globalement le jeu de la transparence. Nous avons trouvé un fichier Ads.txt sur les 2/3 des 331 sites où nous l'avons cherché. Le deuxième constat, c'est que ces fichiers sont généralement plutôt longs et difficiles à embrasser d'un seul regard. La moitié d'entre eux ont entre 200 et 460 lignes. Mais comme vous le voyez sur ce graphique, les situations sont très variées avec certains registres très courts, quelques dizaines de lignes seulement, voire moins, et d'autres particulièrement longs, comme ceux de Gamecult et Marie-Claire, qui ont près de 2000 lignes. Pour affiner encore, sachez par exemple que la médiane du nombre de lignes dans les titres de la PQN est de 310 dans cette catégorie, même si la stratégie de l'opinion se démarque, on est en présence de régimes matures, en maîtrise de leur partenariat. Les registres du Monde et de l'Équipe ont environ 150 lignes, le Figaro 300, Libération 350, les Échos un peu plus de 400. La médiane est de seulement 190 dans la télé, où on trouve des acteurs très frugaux comme France Télé
comme France Télévisions, dont le fichier ads.txt a seulement 8 lignes. C'est une centaine pour TF1+, et 6play, beaucoup plus pour CNews et Euronews, qui ne sont pas seulement des sites de broadcast. Chez les pure players, les magazines et hebdo, c'est là où on trouve les situations les plus extrêmes, avec de nombreux sites autour ou au-delà des 1000 lignes, en particulier chez Reworld Media et le groupe Marie-Claire. La Tribune et Slate ont autour de 1000 lignes, chez Condé Nast, c'est environ 500. Alors ces chiffres, ils s'expliquent par évidemment le besoin des éditeurs de vendre leur inventaire. L'avènement du header bidding a eu un rôle clé dans l'augmentation du nombre de prestataires sollicités, avec des branchements de SSP en cascade. Le marché programmatique a également connu de nombreuses innovations qui ont vu l'émergence de nouveaux acteurs dans des domaines aussi variés que le deal management, le cookieless ou encore l'audio digital, qui ont évidemment poussé les éditeurs à s'équiper. Certains prestataires apparaissent sur plusieurs lignes des fichiers ads.txt, d'un même fichier, parfois avec des noms de domaines différents qu'il faut savoir reconnaître, et certains éditeurs possèdent plusieurs marques médias. Si on regarde au-delà du nombre de lignes et au-delà des marques médias, les éditeurs qui les possèdent, il apparaît que ceux de notre panel sont en moyenne connectés à près de 80 prestataires via leurs différents sites. La moitié d'entre eux ont entre 50 et 100 prestataires, mais là encore on observe une grande diversité de situations, avec jusqu'à 269 prestataires connectés à Reworld Media et 223 au groupe Marie-Claire. À l'inverse, ils ne sont que 47 pour le groupe Telegram, 26 pour France Télévisions, 21 pour le groupe M6 par exemple. Ces écarts, ils s'expliquent notamment par des différences dans les stratégies de monétisation adoptées par les éditeurs. Certains favorisent la multiplication des prestataires, alors que d'autres misent sur la rationalisation. Ici, vous voyez l'analyse des fichiers de deux marques du groupe TF1, TF1+, et LCI, qui met en évidence les prestataires qu'elles ont en commun et ceux qui leur sont exclusifs, comme Ouyala, Yahoo et Nvidia Technologies pour la plateforme vidéo, qui n'a que 31 prestataires sur une centaine de lignes, alors que le site d'information LCI s'appuie sur un nombre de vendeurs bien plus important, 66, répartis sur 260 lignes. Voilà, cet écart illustre la différence de stratégie de monétisation entre une plateforme vidéo qui privilégie la vente directe et un site d'information davantage ouvert à l'option auction. Si on s'arrête à la structure des fichiers ads.txt, on a une vision très polie du marché. On voit des noms, des ID, mais on ne voit pas les contrats. Pour comprendre la réalité des flux financiers, nous avons croisé ces fichiers avec les sellers.json et le paysage se complexifie et devient encore plus intéressant. Ça nécessite sans doute encore quelques explications. Certains SSP et AdExchange apparaissent en tant qu'intermédiaires dans ads.txt pour d'autres prestataires auxquels ils ont attribué un accès, mais dont le nom n'apparaît pas dans les premiers fichiers. Pour connaître leur identité, il faut aussi se plonger dans les fichiers sellers et réconcilier les identifiants communs. Comme illustré ici avec un identifiant de la tech 152 médias qui figure dans le fichier ads.txt de Marie-Claire et qui fait en réalité référence au siège que le spécialiste de la publicité contextuelle Blink possède chez 152 médias. Voilà, comme je le disais précédemment, nous avons pu récupérer les fichiers sellers de la plupart des prestataires, mais pas de tous, environ 7 sur 10, car tous n'en proposent pas, contrairement aux spécifications de l'IAB Tech Lab. Et les identifiants qui figurent dans les fichiers ads.txt ne se retrouvent pas tous dans les fichiers sellers, ce qui pose la question, encore une fois, de leur entretien et des risques de fraude associés. Nous avons tout de même pu y retrouver 83% de leurs prestataires réels. Il apparaît alors que plusieurs milliers de domaines différents ont in fine accès aux inventaires des éditeurs. Pour résumer, comme vous le voyez ici, 480 prestataires apparaissent dans les fichiers de 250 marques médias, et selon les fichiers sellers, ces relations bénéficient à près de 2700 domaines publicitaires différents. Par exemple, sur ce graphique, vous trouvez au centre du cercle le nom des 21 prestataires cités dans le fichier ads.txt de TF1+, dont FreeWheel, Equative, Manit, OpenX. Sur le deuxième niveau, vous voyez la nature de la relation déclarée, directe ou en tant que reseller, et l'analyse des identifiants associés dans leurs fichiers sellers, dans le rayon extérieur, révèle qu'ils sont eux-mêmes connectés à 14 domaines différents, notamment ceux de TF1 lui-même, grâce au siège qu'il possède en direct dans ses plateformes, mais aussi de plateformes plus intermédiaires. Encore une fois, toutes ces connexions peuvent être explorées dans notre tracker. Là, c'est la situation du monde. Alors, après ce détour utile dans les fichiers sellers, revenons à l'analyse des fichiers ads.txt, où on a été frappé par la part importante occupée par les revendeurs, dont nous avons commencé à parler. Juste pour rappel, dans ces registres, la nature de la relation de l'éditeur du site et du prestataire est précisée par la mention directe ou reseller. Et donc, selon notre analyse des fichiers ads.txt, les sites médias y déclarent en moyenne seulement 19% de relations directes contre 80% de relations indirectes. Donc, regardez tous ces points en haut, collés en haut du graphique. Ce sont les sites où les resellers sont très majoritaires et l'espace blanc en bas, où on trouve un très petit nombre d'éditeurs qui privilégient les relations directes. Seulement 9 sites ont une majorité de relations directes. Celui du Figaro se distingue parmi les
quotidiens nationaux avec 40% de relations directes. Par comparaison, ce n'est que 22% pour Le Monde, 23% pour L'Équipe, moins de 1% pour l'Humanité. Grâce à ces lignes resellers, certains prestataires ont une existence commerciale sans jamais entretenir de relations directes avec les éditeurs français. 36% d'entre eux apparaissent comme revendeurs dans au moins un fichier sans jamais avoir un statut direct. Ce sont les points rouges en bas du deuxième graphique. Et 133 ont davantage de relations indirectes que directes. À l'inverse, 98, 21% ont uniquement des relations directes. L'équilibre entre ces deux pôles est parfois le reflet de la stratégie d'accès au marché de ces prestataires. Certains privilégient les accords avec les éditeurs, quand d'autres préfèrent contractualiser avec des ad networks bien implantés auprès des sites français. Pour illustrer encore davantage, voici la liste des 20 prestataires connectés au plus grand nombre de marques médias françaises. Certains ne le sont presque jamais en direct, à l'instar de Smaato, Loopme et PulsePoint, en clair sur ce tableau. Tout ça a été rendu possible grâce aux nombreuses interconnexions que les prestataires ont nouées les uns avec les autres, en s'échangeant des identifiants, des sièges dans leurs plateformes respectives, pour accéder aux DSP auxquels chacun a obtenu un accès, sans jamais avoir à y être soi-même connecté directement. C'est le constat qu'on a fait en comparant leurs fichiers sellers. Quelques chiffres, la pratique est très répandue puisque ça concerne 96% des prestataires. Ils sont même connectés à 22 autres plateformes, à 22 autres acteurs en moyenne, avec un maximum de 117 pour la SSP américaine Smaato. Si on s'en tient aux acteurs français qui sont présentés sur ce graphique, ils sont 48 à avoir accordé un identifiant à au moins un autre acteur de même nationalité, ou bien en avoir obtenu un. Au total, on a ainsi dénombré 292 relations entre ces acteurs. Nos interlocuteurs voient dans ces pratiques de reselling 3 scénarios, 2 ayant une valeur ajoutée technique, tandis qu'une autre semble plutôt correspondre à une dérive structurelle. Il est légitime lorsque les acteurs créent des emplacements spécifiques et dédiés en apportant un format unique qui n'existerait pas sans leur intervention. Il est aussi légitime lorsqu'il permet une curation thématique où des intermédiaires regroupent des inventaires sur des critères précis comme le contexte ou la visibilité. C'est un maillon essentiel pour les agences médias qui doivent jongler entre plusieurs SSP pour atteindre leurs objectifs. Mais nos interlocuteurs nous ont aussi alertés sur une dérive liée au throttling. Pour réduire leurs coûts, les acheteurs filtrent les requêtes. En réaction, certains vendeurs les multiplient artificiellement pour espérer passer ces filtres. Voilà, dans une autre partie de notre enquête, on a aussi cherché à mieux connaître ces centaines de prestataires qui apparaissent connectés aux éditeurs français. Soyons clairs, une grande partie d'entre eux sont en réalité présents chez un très petit nombre de marques médias. La moitié sont connectés de façon directe ou indirecte à moins de 21 des 250 sites du panel. Sur le graphique de réseau à droite, vous les voyez, ce sont ces légions de petits points dans les marges dont on n'arrive pas à distinguer les noms. Mais certains le sont dans des proportions très importantes. Ce sont les gros points rouges au centre dont on peut lire les noms. Google est connecté à 97% des éditeurs, Zander, Equative, Manit 96%, Pubmatic et OpenX à 95%. Encore une fois, ces chiffres donnent des indications quant à l'implantation de ces acteurs sur le marché français, mais leur présence dans les fichiers ne garantit pas qu'ils participent aux enchères et les remportent dans les mêmes proportions. Ça dit donc rien de leurs revenus. La grande présence de certains acteurs est parfois corrélée au degré de facilité avec lequel ils parviennent à intégrer une autre société en tant que revendeur de leur inventaire. Et ça tient aussi en partie au fait qu'ils sont parvenus à obtenir un accès direct à DV360, la DSP de Google, qui se montre très sélective. Une fois cela réussi, ils voient affluer les demandes d'autres SSP pour leur servir d'intermédiaire. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais sachez que dans nos articles, vous pouvez consulter la nationalité des prestataires où les acteurs américains sont très représentés et les principaux positionnements des acteurs français. On en a parlé précédemment, pour améliorer la transparence dans la chaîne de valeur programmatique, l'IAB Tech Lab a poussé plusieurs protocoles qui auraient pu beaucoup aider ces dernières années, mais qui n'ont malheureusement pas eu le même succès que Ads.txt et Sellers.json. C'est par exemple le cas de Buyers.json, un pendant de Sellers côté DSP qui aurait permis aux vendeurs de connaître les annonceurs pour le compte desquels les DSP achètent de l'inventaire. Il a été très peu adopté et finalement délaissé. L'IAB Tech Lab avait aussi proposé en 2021 IDSources.json pour permettre aux éditeurs de déclarer leurs prestataires d'identifiant. Voilà, en complément de nos articles, on a donc souhaité mettre les données brutes entre les mains de nos abonnés, les rendre actionnables, en publiant un tracker qui permet de visualiser les relations entre les principaux éditeurs français et leurs prestataires. N'hésitez pas à l'utiliser pour auditer vos propres supply chains. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces chiffres pourront nourrir les discussions qui suivront.